Bienvenue à The Language Year Comprehensible Input for Learners, où nous explorons des sujets captivants à travers des conversations naturelles. Ceci fait partie de notre série de débats conçus pour les apprenants de langue qui veulent pratiquer l'écoute tout en explorant des sujets intéressants sur l'éducation et la société. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui fait beaucoup parler dans les écoles, dans les familles, l'éducation bilingue. Alors, la question c'est, est-ce que le fait d'apprendre dans deux langues à l'école, c'est un plus pour les élèves, ou est-ce que ça peut, au contraire, les freiner? C'est la grande question, oui. D'un côté, on entend parler d'avantages parfois incroyables, et de l'autre, il y a des craintes qui persistent. Notre discussion aujourd'hui va donc tourner autour de ça. L'éducation bilingue, finalement, est-ce qu'elle aide ou est-ce qu'elle nuit à la réussite scolaire? On va regarder un peu ce que disent les recherches avec nos deux points de vue. Exactement. Alors, pour ma part, je suis convaincue que l'éducation bilingue est qu'une chance, une vraie chance, un véritable atout pour les élèves. Pas seulement pour leurs résultats scolaires d'ailleurs, mais aussi pour leur développement intellectuel global. Et moi, je vais plutôt chercher à apporter un peu de nuance. Je pense que oui, le potentiel est là, c'est certain. Mais il faut être réaliste. Ça ne marche pas toujours, disons, comme sur le papier. Ça peut compliquer les choses au début. Et surtout, si ce n'est pas bien fait, ça risque même d'accentuer les différences entre les élèves. D'accord. Avant de commencer, nous tenons à préciser que le débat d'aujourd'hui est une exploration éducative de différentes perspectives. Nous examinons des points de vue opposés pour apprendre de divers arguments et comprendre la complexité de ce sujet, non pour créer la controverse ou rejeter une perspective. Tout à fait. L'idée, c'est vraiment d'éclairer le sujet sous différents angles. Alors, commençons par présenter nos arguments un peu plus en détail. Je te laisse commencer. Merci. Alors, mon idée principale, c'est que l'éducation bilingue, quand elle est bien pensée, quand elle est bien menée, elle donne un vrai coup de pouce aux élèves. Si on prend les programmes d'immersion, par exemple, ceux où l'on mélange des enfants qui parlent différentes langues maternelles et où tout le monde apprend les deux langues, ce qu'on appelle souvent immersion bidirectionnelle ou dual language, eh bien des études sur le long terme, comme celle de Thomas et Collier, qui ont suivi énormément d'élèves, montrent quelque chose d'assez étonnant. Après quelques années d'adaptation, c'est vrai, ces élèves réussissent souvent mieux en lecture, en maths et même en sciences que ceux qui n'ont appris que dans une seule langue. Mais c'est pas juste une question de notes en fait. Être bilingue, ça muscle le cerveau en quelque sorte. Des chercheurs comme Hélène Bialystok par exemple ont montré que jongler avec deux langues, ça améliore ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Bon, en gros, c'est un peu la tour de contrôle du cerveau. Ça aide à mieux se concentrer, à passer plus facilement d'une tâche à l'autre, à trouver des solutions aux problèmes. Ça aide aussi à mieux comprendre comment le langage fonctionne en général. C'est la conscience métalinguistique. Et toutes ces compétences-là, elles servent partout, pas juste en cours de langue évidemment. Et puis sur le long terme, ça paye. On voit plus de chances d'aller à l'université, d'y réussir. Des études à Chicago l'ont montré, ou dans des écoles spécifiques, comme la Margarita Muniz Academy à Boston. Et un dernier point qui me semble essentiel, c'est l'importance de la langue maternelle. Quand on valorise, quand on continue à développer la langue parlée à la maison, en plus de la nouvelle langue, c'est ce qu'on appelle une approche additive, eh bien l'enfant se sent plus en confiance, il est mieux connecté à sa culture. Et d'après Jim Commons, un autre chercheur très important dans ce domaine, les compétences qu'on développe dans une langue, par exemple savoir analyser un texte, eh bien ça forme une base solide, une compétence sous-jacente, commune, qui aide énormément à apprendre la même chose dans la seconde langue. C'est un peu comme si les fondations étaient déjà là, solides. Voilà mon point de vue général. Oui, je comprends bien l'attrait de cette vision, hein. Elle est très positive, c'est clair. Mais je pense qu'il faut quand même regarder l'autre côté de la médaille. Mon argument à moi, c'est que l'éducation bilingue, c'est pas magique et que dans la vraie vie, ça peut coincer. D'abord, il y a souvent un démarrage qui est plus lent. Les études, y compris celles que tu as citées, de Thomas et Collier avec leur fameuse courbe en J, elles montrent bien qu'au début, les élèves en programme bilingue peuvent avoir des résultats un peu plus faibles aux tests standardisés dans la langue seconde, souvent l'anglais aux États-Unis par exemple. Alors, on nous dit que c'est temporaire, d'accord, mais ce retard initial, il existe et il peut inquiéter les parents, les profs et même l'enfant lui-même. Ensuite, et ça pour moi c'est vraiment crucial, tout dépend de la qualité du programme. Est-ce qu'on a des enseignants qui sont vraiment bilingues et bien formés pour enseigner de cette manière spécifique? C'est pas si simple. Est-ce qu'il y a assez de livres, de matériel dans les deux langues? Est-ce que l'école, l'administration soutiennent vraiment le projet à fond?
Parce que, soyons honnêtes, si le programme est un peu bricolé, s'il manque de moyens ou si les profs ne sont pas préparés, et on sait qu'il manque souvent d'enseignants bilingues qualifiés, eh bien ça peut faire plus de mal que de bien. Les résultats parfois mitigés qu'on voit dans certaines études, ils viennent souvent de là en fait. Il y a aussi la question sociale et économique. Beaucoup d'enfants qui arrivent dans ces programmes viennent de familles avec moins de moyens, de milieux plus défavorisés. Et pour eux, si l'école ne fournit pas un soutien très très solide, apprendre dans 2 langues, ça peut être une difficulté supplémentaire. D'ailleurs, c'est un vrai casse-tête dans la recherche. Comment savoir si les difficultés d'un élève viennent du bilinguisme en soi ou du fait qu'il vit dans des conditions précaires? C'est ce qu'on appelle une variable confondante. Les 2 facteurs sont souvent mélangés. Et il y a même un risque qu'on voit parfois quand ces programmes bilingues deviennent très populaires, très demandés, ils peuvent attirer surtout des familles plus aisées et finalement ne pas aider en priorité ceux qui en auraient peut-être le plus besoin. On parle parfois de gentrification scolaire. C'est un point important, oui. Et enfin, il ne faut pas oublier l'ambiance générale, le contexte sociopolitique. Si dans la société, ou même juste à l'école, on voit la langue maternelle de l'enfant d'un mauvais œil, si on lui fait sentir que sa langue est un problème, un obstacle, ce qu'on appelle un contexte soustractif, alors ce qui pourrait être un avantage formidable devient en fait un poids. Ça peut miner sa confiance, sa motivation. Bref, c'est complexe. Tu mets le doigt sur des points importants, c'est vrai. La qualité et le contexte sont effectivement essentiels. Reprenons ce démarrage plus lent dont tu parlais. Tu dis que c'est une réalité qui peut inquiéter, c'est vrai. Mais est-ce que c'est vraiment un frein sur le long terme selon toi? Disons que ce n'est pas anodin. Si un enfant est constamment évalué comme étant en retard pendant ses premières années d'école, ça peut laisser des traces, non? Psychologiquement? Comment voir ça autrement qu'un désavantage, même s'il est temporaire? Est-ce qu'on ne risque pas aussi d'étiqueter certains enfants un peu trop vite? Je vois ça plutôt comme un investissement initial qui est nécessaire. Ce temps où les résultats semblent moins bons dans la langue seconde, c'est souvent parce qu'on est justement en train de construire des bases très solides dans la langue maternelle. Pour reprendre l'idée de Cummins, développer une bonne maîtrise académique dans sa première langue, ce qu'il appelle le HLP, le langage nécessaire pour réussir à l'école, ça rend beaucoup plus facile d'acquérir ensuite cette même maîtrise dans la seconde langue. Les compétences se transfèrent en fait. La fameuse courbe en J de Thomas Écolier, elle illustre bien ça. Ça descend un peu au début, c'est vrai, mais ensuite ça remonte et ça dépasse même les élèves monolingues. Donc ce n'est pas un échec, c'est une construction en profondeur. Ça prend du temps, oui, mais le résultat final est souvent meilleur. C'est une lecture optimiste qui se base sur le long terme, je suis d'accord, mais elle suppose que le programme est excellent et qu'on laisse le temps à cette courbe de remonter. Or, on revient toujours à la même question, la qualité. Tu parles des succès des programmes d'immersion bien faits. Oui, et les résultats sont là, ils sont documentés. Ils montrent que c'est possible d'amener les enfants à un très bon niveau dans les 2 langues et dans les autres matières aussi. Possible, oui, je veux bien le croire, dans des conditions idéales. Mais j'insiste, ce n'est pas automatique. La réalité du terrain, elle est souvent bien loin de ces modèles parfaits qu'on nous décrit. Le manque criant d'enseignants qui soient à la fois bilingues et formés à cette pédagogie spécifique, c'est un énorme problème presque partout. Tu peux avoir le plus beau projet du monde sur le papier, si t'as pas les bonnes personnes pour l'appliquer, avec le bon matériel et un soutien constant de l'école, ça ne marchera pas ou mal. C'est souvent ça qui explique pourquoi certaines études montrent des résultats décevants ou disons pas de différence significative par rapport au programme monolingue. La qualité, c'est pas juste un détail, c'est vraiment le moteur ou le frein principal du système. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec toi, l'importance de la qualité est capitale. On ne peut pas comparer un programme d'immersion exemplaire, bien financé, avec des enseignants formés, et un programme un peu improvisé, sous-financé, mal encadré. Mais justement, ça ne veut pas dire que l'idée de l'éducation bilingue est mauvaise en soi. Ça veut plutôt dire qu'il faut y mettre les moyens nécessaires, qu'il faut former les enseignants, choisir des modèles qui ont fait leurs preuves, et d'ailleurs, sur le facteur socio-économique que tu as mentionné, Oui, ça reste un point qui me préoccupe beaucoup. Le fait que beaucoup d'élèves concernés viennent de milieux moins favorisés, ça complique vraiment l'analyse. Comment être sûr que les difficultés qu'on observe parfois sont liées au défi d'apprendre 2 langues et pas simplement aux obstacles liés à leur situation sociale? Et ce risque que les bons programmes bilingues deviennent finalement réservés à une certaine élite, est-ce qu'il n'est pas réel? le risque existe, c'est vrai, et il faut absolument des politiques claires pour assurer un accès équitable à ces programmes
pour éviter la ségrégation. Mais là encore, je nuancerai un peu. Certaines recherches suggèrent que l'éducation bilingue, quand elle est de qualité justement, peut au contraire réduire les inégalités. Elle pourrait agir comme un facteur de protection en quelque sorte, en diminuant l'impact négatif du milieu social sur la réussite scolaire. Des études, je pense à celles de Krisman ou à Girda et d'autres, ont montré que les fameux avantages cognitifs dont je parlais tout à l'heure, meilleure concentration, plus de flexibilité mentale, on les observe aussi chez les enfants de milieux défavorisés, même quand on contrôle statistiquement le facteur socio-économique. Donc ces compétences renforcées pourraient justement être un outil supplémentaire pour ces enfants pour les aider à surmonter certaines difficultés. C'est intéressant si ça peut avoir cet effet égalisateur comme tu dis. Mais bon, l'équation reste quand même complexe entre le milieu social, la qualité du programme, le contexte. Parlons justement de ces avantages cognitifs que tu mets souvent en avant. Oui, pour moi, c'est vraiment un des arguments les plus forts. Les études sur les fonctions exécutives, cette flexibilité mentale, la capacité à réfléchir sur le langage lui-même, tout ça montre un plus pour les personnes bilingues. Et ça, ce sont des compétences clés pour bien apprendre à l'école, dans toutes les matières. Je ne conteste pas ces recherches, elles sont solides. Mais on entend encore parfois des arguments inverses, même s'ils sont moins la mode scientifiquement aujourd'hui. La peur que ça fasse trop pour le cerveau de l'enfant, tu vois, une sorte de surcharge cognitive. Ou alors l'idée que chaque heure passée à apprendre dans la langue maternelle, c'est une heure de perdu pour la langue dominante, celle des examens importants. Ah oui, ces idées ont la vie dure, mais elles sont largement dépassées aujourd'hui, notamment grâce aux travaux comme ceux de Commons sur le transfert des compétences entre les langues. L'idée de surcharge, elle est contredite par les bénéfices qu'on observe sur les fonctions exécutives. Au contraire, on dirait que le cerveau s'entraîne et se renforce en gérant 2 systèmes linguistiques. Ce n'est pas une charge, c'est un exercice bénéfique en fait. Je suis d'accord que scientifiquement, ces vieilles craintes ne tiennent plus vraiment la route. Mais je me demande si parfois, elles ne reflètent pas une réalité vécue dans de mauvais programmes. Quand un programme est mal fichu, avec des profs débordés, sans matériel adapté, l'expérience peut effectivement devenir lourde et stressante pour l'enfant. Et dans ce cas, c'est pas le bilinguisme lui-même qui est en cause, mais les conditions, disons, désastreuses dans lesquelles on essaie de l'enseigner. La différence est quand même de taille, non ? Tout à fait, tu as raison, cette distinction est fondamentale. On dirait qu'on se rejoint sur le fait que la manière dont c'est mis en place et l'environnement autour sont absolument décisifs. Exactement. Pour résumer ma position, le potentiel de l'éducation bilingue est réel, oui, mais il faut rester très vigilant. Les bénéfices ne sont pas automatiques, loin de là. La qualité de l'enseignement, le soutien aux élèves qui en ont le plus besoin, le regard de la société sur les différentes langues et ce fameux décalage initial sont des défis majeurs. Si on les ignore, on risque fort de ne pas obtenir les résultats espérés, voire même d'aggraver certaines difficultés pour certains élèves. Qui valorise les 2 langues, une approche additive et qui s'inscrit dans la durée, offre des avantages clairs et importants, tant sur le plan des apprentissages scolaires à long terme que du développement intellectuel. Et elle peut même être, je pense, un outil puissant pour plus d'équité à l'école si on s'en donne les moyens. Nous pouvons voir que les 2 perspectives montrent que tout dépend de la qualité des programmes et du contexte social. C'est exactement ça. La vraie question n'est peut-être pas tant pour ou contre l'éducation bilingue de manière générale, mais plutôt comment faire pour que ça marche bien, vraiment bien, pour tous les enfants. Absolument. Il y a encore beaucoup à apprendre et sans doute à ajuster pour que ces programmes tiennent toutes leurs promesses. C'est clairement un domaine complexe qui demande une approche réfléchie, nuancée et surtout adaptée à chaque situation locale. Merci d'avoir écouté ce débat sur la question de savoir si l'éducation bilingue aide ou freine la réussite scolaire. Ceci était The Language Year Comprehensible Input for Learners.